Dans l'actualité de ce mardi, la situation épidémiologique s'améliore considérablement, en attestent les chiffres des 2 derniers mois. Vous le verrez, la tendance baissière se confirme. 21 Covid+ ont été enregistrés aujourd'hui sur 853 tests réalisés. Nous ferons le point. L'embellie est manifeste, mais la guerre n'est pas encore terminée. Comment comprendre les rassemblements autour des autorités, au premier chef, le président de la République durant sa tournée agricole, mais aussi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, aperçu au milieu de la jeunesse féminine du COJER. Les images ont fait le tour du web, suscitant indignation et incompréhension. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le blues du patronat du secteur du tourisme. Étourdi par la crise due au coronavirus, la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal demande un report, voire une amnistie fiscale. Les détails dans ce journal. Et puis encore un drame lié aux inondations à Diourbel cette fois. Un bébé de 18 mois repêché dans les eaux du quartier HLM route de Bombay. Les intempéries qui ont également fait des dégâts considérables à Palmerain dans le Sine Saloum. Près de 300 maisons sont envahies par les eaux de pluie. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Le Sénégal est en bonne voie dans sa croisade contre la pandémie actuelle. La situation s'améliore au vu des derniers chiffres de ces 2 mois. Autre point positif, le taux de guérison augmente également. Illustration de l'embellie avec Ibrahim Khan. La situation épidémiologique évolue au fil des jours et les statistiques des 2 derniers mois confirment une tendance nettement à la baisse à 2 semaines du Grand Magal de Touba. Pour le mois de septembre, à la date du 22, le pays a enregistré 940 cas positifs, dont 452 cas communautaires. La courbe est sur une trajectoire descendante comparée au mois d'août, durant lequel 3379 cas positifs ont été recensés, dont 1593 issus de la transmission communautaire, soit une baisse de 2439 cas entre août et septembre. Parallèlement aux nouvelles contaminations qui diminuent, la prise en charge des malades semble assez satisfaisante. Du 1er août au 22 septembre, 4843 patients ont été déclarés guéris, 2180 pour le mois de septembre et 2663 pour le mois d'août. Beaucoup craignaient le pire 2 semaines après la fête de l'Aïd el-Kébir avec les nombreux déplacements de masse, mais aujourd'hui, la situation semble sous contrôle selon les statistiques fournies par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une question se pose forcément: comment maintenir cette tendance baissière à l'épreuve des événements qui mobilisent des milliers, voire des millions de personnes, notamment le Grand Magal de Touba prévu le 6 octobre. Les autorités sanitaires sont interpellées, mais également les populations en partance pour la ville sainte. La protection collective et individuelle devra être de mise pour espérer davantage maintenir la tendance baissière. Et pour éviter de contracter le virus, le message est pourtant bien clair. Il faut éviter les rassemblements, garder également le mètre de distance. Et pourtant, on a vu le contraire lors des récents déplacements du chef de l'État et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Des images non conformes à la lutte contre la pandémie. Mamadou Fall et Diafar Abba. Les images parlent d'elles-mêmes. Ceux qui sont censés montrer toute une exemplarité dans la gestion de la pandémie ont failli, selon le coordonnateur du Révoca. Dans le temps, en tout cas avec l'autorité étatique, en premier le président de la République, ériger des mesures drastiques consistant à mobiliser 1 millier de milliards, à faire des restrictions sociales, économiques, et qu'on se retrouve aujourd'hui à des images qui renvoient à la banalisation, effectivement, en tout cas des mesures barrières pour faire un frein à l'évolution de la maladie, ça peut choquer les Sénégalais.
Seydina Ali Ouboli, lui, lâche le morceau. Pour lui, ces comportements ne sont pas conformes à la lutte contre la pandémie. Dire que cette attitude et du ministre de la Santé et du président de la République sont des attitudes qui ne sont pas conformes au comportement qu'il faut avoir en période de pandémie, et encore plus lorsqu'on est responsable à un certain niveau dans un pays. Oui, moi je n'ai pas peur de le dire, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais les spécialistes en gestion des catastrophes lancent un appel aux populations à ne pas baisser les bras afin d'éviter le retour en force de la maladie. J'en appelle à ce que l'on maintienne le respect des mesures barrières et en particulier le fait d'éviter de faire des rassemblements. C'est pas encore le moment. Et encore une fois, le virus nous donne des exemples. En France, c'était fini presque. Maintenant, c'est revenu parce qu'ils ont baissé les bras pendant l'été. Chacun commençait à faire ce qu'il voulait, etc. Et bien le virus est revenu. Abdourahmane Sow estime que nos autorités ont l'habitude de violer tout ce qui est règlement ou mesures prises. Il faut faire un constat que c'est eux-mêmes qui érigent ces lois qui sont les premiers à les violer. Donc dans ce cas, il ne sera pas du tout facile qu'ils soient des modèles. Les acteurs ne se découragent pas. Ils croient à l'intelligence des Sénégalais pour venir à bout de cette maladie. Les populations ne vont pas suivre certaines autorités dans leur dérapage, selon nos interlocuteurs. Ouais, Mamadou et les spécialistes craignent, redoutent le grand rassemblement qui se profile, le Grand Magal de Touba. Le compte à rebours, vous le savez, a commencé. L'événement religieux sera célébré le 6 octobre prochain avec un leitmotiv cette année, le respect des gestes barrières. Illustration à Rufisque où vous allez le voir, les fidèles se préparent. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambassamb. Les fidèles de la communauté mouride, ceux de Rufisque, préparent activement le Grand Magal de Touba, une commémoration dans le respect des mesures barrières conformément aux instructions du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Et des instructions nous sont venues de Touba et des instructions communes à tous les talibés de se prémunir de toutes les mesures barrières, de se garantir une sécurité personnelle et collective, aussi bien dans tous les moments de rassemblement mouride, durant tout le mois de Safar jusqu'au 18 Safar, et l'organisation du Grand Magal. Donc c'est aujourd'hui une occasion de pouvoir vulgariser les directives du calife général, d'un respect scrupuleux de l'ensemble des mesures que nous devons prendre pour nous protéger de cette pandémie, parce que le Magal de cette année, Magal 2020, a sa particularité d'être un Magal de pandémie. Sur la construction de la grande mosquée de Keur Serigne Touba, le coût global du projet est estimé à 1,1 milliard de francs CFA. Les responsables du chantier saluent l'élan de mobilisation des talibés, même si l'État tarde à accompagner le projet. C'est la communauté mouride de Rufisquoise qui a démarré un projet de 1,1 milliard de construction d'une édifice religieuse, culturelle, et pour une première dans le département, qui mobilise l'ensemble des musulmans. C'est de notre ressort de sensibiliser l'ensemble des forces sociales du pays, aussi bien l'État que les autres formes d'organisation, qu'un édifice de ce genre, culturellement accepté et validé par le calife général des Mourides, doit être accompagné. Mais quand même, la mobilisation elle est d'abord communautaire à la base, portée par la dynamique mouride, et ça se passe bien. Donc si l'État nous accompagne, c'est ce qu'on souhaite en tant qu'État. Nous leur avons effectivement adressé des correspondances et nous sommes sûrs qu'ils vont nous accompagner parce que des projets comme ça, ils le font dans tout le pays. Il n'y a pas de raison que ce soit une exception. Rappelons que c'est le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, qui avait procédé au lancement des travaux de cette grande mosquée qui commence à prendre forme. Merci Ousseynou. Et puis toujours en prélude au Magal, le collectif des tailleurs du Sénégal a répondu à l'appel du Khalife général des Mourides qui a recommandé aux disciples de collecter 5 millions de masques. Les tailleurs et industriels du Sénégal ont apporté leur contribution à Touba, suivant leur porte-parole Matar Mbaye avec notre équipe à Touba. Aujourd'hui, c'est juste par rapport à venir amener notre contribution suite à l'appel du Khalife général des Mourides. Donc pour le Magal 2020, pour avoir au moins 5 millions de masques pour les pèlerins. Maintenant, nous, en tant que collectif des tailleurs industriels du Sénégal, on s'est mis en action pour pouvoir donc amener notre participation par rapport à cela, en tant que patriotes, en tant que des travailleurs, en tant que des Sénégalais et en tant que des industriels
et des artisans au niveau local. Nous lançons un appel solennel à son Excellence le Président de la République Macky Sall, en lui disant que nous, en tant que collectif et tailleurs des Sénégalais, nous, on est prêts, si on a l'accompagnement de l'État, au moins de pouvoir résorber le problème du chômage au Sénégal. On a cette capacité, on a cette technique et on a donc cette stratégie au moins pour créer plus d'1 million d'emplois dans ce pays. Un report, voire une amnistie fiscale, c'est ce que réclame la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal. Malgré le crédit hôtelier, le patronat se déclare impuissant face à la crise due au coronavirus. Très durement touché par la pandémie, le secteur touristique ne prévoit une reprise à la normale qu'en 2021. Le patronat était en conférence de presse. Voyons tout cela avec Fatbintou Kanté et Mohamed Djaïk. L'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Et sa relance, selon les acteurs, ne se fera qu'en 2021, car selon eux, cette saison est morte. Que nous ne voyons pas de visibilité avant la fin de l'année prochaine, la saison 2021-2022, parce que la saison 2020-2021 est déjà perdue. Et n'eût été le crédit hôtelier d'une valeur de 15 milliards de francs CFA octroyé par l'État, les secteurs touristiques n'allaient pas tenir face à cette pandémie. Sans le crédit hôtelier, aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait plus de tourisme au Sénégal. Ça a permis d'aider plus de 1300 entreprises, donc de financer les BFR, qu'on appelle les besoins en fonds de roulement, donc pour permettre le paiement des salaires sur 3 mois et de supporter les coûts des facteurs que sont l'eau, l'électricité et le téléphone sur une période de 3 mois. C'est une mesure salutaire. C'est pourquoi l'OFOPITS, la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique au Sénégal, réclame une amnistie fiscale. Nous sommes impuissants face à la crise. Ce serait courageux de dire que l'année 2020 est une année blanche sur le plan fiscal et je veux dire reporter par contre les échéances pour 2021 jusqu'en fin 2021 pour permettre au secteur de rebondir. Il aurait fallu peut-être pour les sauver qu'il y ait peut-être des incitations fiscales comme l'amnistie fiscale. Il exige aussi que la dette intérieure due par l'État leur soit payée pour qu'ils puissent faire face à certaines dépenses. Merci beaucoup Fat Bintou. Et puis à Kaolack, les opérateurs économiques ont profité du passage du chef de l'État pour lui soumettre quelques doléances. Vous le savez, c'est là-bas que le président a bouclé sa tournée agricole hier. Reçu en audience, ces hommes d'affaires ont présenté au chef de l'État des projets de création d'une zone industrielle pour les PME, mais aussi la création d'une gare gros porteur à Kaolack. Donc comme vous le savez, le président de la République a initié une tournée économique et c'est très important pour nous, les opérateurs économiques, par la Chambre de commerce, parce que nous, notre préoccupation majeure, c'est l'économie. Il nous a permis de le rencontrer. On l'a rencontré d'abord à Sibassor et à Sibassor, nous avons discuté de notre projet d'installer une zone industrielle pour les petites et moyennes entreprises et aussi pour un gare gros porteur accompagné d'un marché de gros, ce qui est important. Et ce matin, il nous a reçus encore, nous avons discuté sur des points de l'économie, qui est l'accompagnement du secteur privé, la redynamisation des chambres. Et donc vraiment, on est satisfait de se rencontrer et espérant que maintenant, il faut faire un suivi pour arriver aux dynamiques que nous souhaitons. Économie toujours à cause de la pandémie. Le produit intérieur brut du Sénégal contractera de 0,7% en 2020. C'est ce qui ressort de la mission virtuelle du FMI au Sénégal du 9 au 18 septembre. L'objectif est de mettre à jour les projections macroéconomiques et d'examiner l'exécution de la loi de finances rectificative 2020 et le projet de loi de finances pour l'année 2021. Daniel Diouf. Premier aveu, l'économie sénégalaise durement touchée par la pandémie de Covid-19. Première prévision, le PIB réel se contractera de 0,7 cette année. La mission constate qu'une reprise graduelle de l'activité économique s'opère depuis le mois de mai avec la levée de la plupart des restrictions liées à la Covid-19, suivie de la réouverture des frontières en juillet.
La riposte sanitaire du Sénégal donne des signes réconfortants, note la mission virtuelle du FMI. En 2021, la production devrait rebondir avec une croissance supérieure à 5%, portée en partie par des perspectives favorables dans le secteur agricole, même avec quelques réserves liées aux risques considérables de la reprise mondiale et l'évolution de la pandémie, deux facteurs qui pourraient continuer de toucher des secteurs tels que le tourisme, le transport et l'hôtellerie. Le FMI de poursuivre, l'exécution du budget jusqu'à fin août 2020 a été globalement satisfaisante au Sénégal et les objectifs qui ont été fixés pour le reste de l'exercice 2020 restent atteignables. Toutefois, des incertitudes demeurent relatives à la mobilisation des ressources programmées. La mission encourage donc les autorités sénégalaises à continuer d'agir avec prudence afin de maintenir le déficit aux alentours de 6% du PIB. La mission du FMI félicite les autorités de la mise en œuvre solide et transparente de leur programme de résilience économique et sociale. Elle se félicite également de l'abrogation du décret portant dérogation au Code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre la Covid-19. Selon le FMI, la politique budgétaire en 2021 devrait continuer de signaler une forte volonté d'en revenir progressivement à un déficit budgétaire de 3% du PIB d'ici 2022, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA, si la situation sanitaire se normalise. Merci Daniel. Je vous le disais en titre, à Diourbel, un enfant de 18 mois repêché dans les eaux du quartier HLM Route de Bombay a rendu l'âme à l'hôpital Hendrik Lucke de Diourbel. La police a ouvert une enquête. Et puis pas encore le bout du tunnel pour les sinistrés des intempéries. À Palmerin, par exemple, localité côtière située dans le Sine Saloum. Là-bas, près de 300 habitats sont envahis par les eaux. Le gouverneur de Fatick était dans la zone pour constater le niveau d'avancement des opérations d'évacuation des eaux, le tout devant des populations en cours déboussolées. Aminata Goudjabi, Abdoukarim Bey. Les sapeurs-pompiers, toujours à pied d'œuvre. À Palmarin, des maisons entières sont encore submergées par les eaux des pluies. Donc nous pensons que d'ici quelques jours, les populations pourront retrouver leur domicile. Tous les 5 ou 6 villages de la commune qui ont été concernés, mais principalement toutes les maisons qui sont aux abords de la route. 293 maisons qui ont été inondées. Ensuite, il y a eu une tempête, donc une pluie accompagnée d'une tempête qui a dévasté quelques maisons, notamment au niveau des toitures. Et je crois qu'on a eu environ dizaines des maisons qui étaient concernées. Ce phénomène des inondations, la commune de Palmarin le vit depuis de nombreuses années. Il faut donc un réseau d'assainissement dans cette localité. Sauf que depuis l'avènement de la route, il y a 3 ou 4 ans, ça s'est accentué. Parce que comme le disait, c'est comme si la route constituait quelque part au niveau de Palmarin une digue de protection pour empêcher l'eau. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui à Palmarin, c'est un plan d'aménagement, d'assainissement global. Hier, le gouverneur de la région de Fatick a effectué une visite dans les zones inondées des communes de Fatick et de Palmarin. Elle s'est réjouit du travail accompli par les sapeurs-pompiers, mais annonce également la réalisation d'ouvrages qui soulageront de façon définitive ces sinistrés. En faisant le tour, on s'est rendu compte avec les techniciens qu'il y a des aménagements à faire pour rendre l'écoulement de l'eau beaucoup plus facile, mais aussi la construction de buses pour permettre un meilleur écoulement des eaux. Sauf qu'à Palmarin, outre les inondations, la commune est aussi confrontée au phénomène de l'avancée de la mer. Le 6 septembre dernier, une grosse houle y avait déferlé et avait détruit plusieurs dizaines de maisons. Il y a eu 13 maisons qui ont été dévastées au niveau de Palmarin-Galou et Sessène. À Differ, on a eu 83 chambres qui ont été touchées. Les victimes de cette houle attendent également des secours. Et à Matam, les habitants de Tiguéré-Siré et de Yéné ont manifesté leur colère. Ces deux localités sont presque coupées du monde à cause de la crue du fleuve provoquée par les pluies diluviennes. Ali Bandegnan. C'est depuis la tombée des premières gouttes de pluie que ces populations souffrent de leur isolement. Situées dans la grande commune de Nabadji-Sivol, Tiguéré-Siré et Tiguéré-Yéné ne se trouvent plus pourtant qu'à 4 km de la ville de Matam, mais séparées par le bras du fleuve, le Djamel. Mais depuis près de 3 mois, c'est le parcours du combattant pour sortir de ce trou.
Avec la montée des eaux du fleuve qui a dépassé sa cote d'alerte, une bonne partie de ces localités est envahie. Ne sentant pas la réaction des autorités locales, les habitants de Tiguéré ont organisé un grand rassemblement. Sidiba porte leur parole. L'état de dégradation très avancé de cette route fait perdre énormément de temps pour joindre la capitale. Nous voilà réunis à Tiguéré dans le cadre des activités du mouvement d'intercoalition Avenir Sénégal. L'état de dégradation très avancé de cette route fait perdre énormément de temps pour joindre la capitale régionale Matam. Le pont construit sur le défluent du fleuve menace de s'écrouler avec la montée des eaux du fleuve Sénégal. Nous demandons la construction d'un pont à hauteur des 2 Tiguéré pour désenclaver tout le Dandemayo, de Djamel à Gourel Oumarli en passant par Anda, Benke, Nima, Koundel, Oudourou. Le maire a ignoré ça. Non, il n'y a personne qui est venu ici, aucune autorité locale qui est venue ici à Tiguéré. Nous voulons un pont pour affluer Matam. On a une ambulance, on a un poste de santé. Mais pour faire le contour, il va falloir près d'1 heure de temps. Avec les charrettes ou bien marcher à pied. Vous avez vu, le fleuve est derrière vous. Il y a des motos Jakarta sur des pirogues, c'est très risqué. On attend du chef de l'État. On attend du pouvoir. En 2011, il était là, il a vu la situation. Cela n'a pas changé. Depuis lors, cela n'a pas changé. Réunis au sein d'un mouvement, les jeunes de Tiguéré Siré et Tiguéré Yéné interpellent directement le chef de l'État. Ali, autre décor tout aussi désolant pour les populations à Saint-Louis. Là-bas, les sinistrés s'impatientent. Ils ont reçu la visite d'hommes politiques et des membres de la société civile. Les habitants rappellent au gouvernement les engagements pris lors du premier conseil des ministres, et c'était en 2012. Ousseynou Diop, Habib Sek. De Saint-Louis, qui regroupe des partis politiques et des membres de la société civile, a visité les zones impactées par les eaux de pluie ces dernières semaines. Ces membres ont trouvé dans les quartiers de Darou, Djaminar et Guinaouraï des familles désespérées et qui vivent difficilement avec les eaux pluviales et usées. Saint-Louis est abandonné à lui-même, totalement. Parce que dans toutes les zones où nous sommes passés, des problèmes d'assainissement crus et qui impactent beaucoup la vie sociale des populations se posent. Dans ces quartiers, l'assainissement fait défaut. Les maladies hydriques guettent aussi les personnes touchées par les inondations. La plateforme de Saint-Louis craint une nouvelle épidémie dans ces zones impactées. Plus dangereux encore une fois, dans cet environnement d'épidémie ou de pandémie de coronavirus, nous avons trouvé des conditions d'insalubrité parfaites dans lesquelles ces populations vivent et pataugent. Et il urge maintenant de tirer des leçons de tout cela. Cette tournée a permis aussi aux membres de la plateforme de rappeler au chef de l'État Macky Sall ses promesses faites en 2012 lors du premier conseil des ministres décentralisé dans la ville de Saint-Louis. Lui ne devait pas connaître cette situation dans la mesure où le président de la République a fait ici son premier conseil des ministres décentralisé et nous avait promis monts et merveilles. Donc des milliards à n'en plus finir. Quelques jours après à cause des eaux pluviales et usées. Et pourtant, l'ANACIM annonce encore des pluies ce mardi à Saint-Louis. Merci Ousseynou. Et puis ce communiqué du collectif des avocats de Karim Wade qui rappelle que depuis le 21 août, M. Karim Wade a retrouvé son droit d'être électeur et donc il est donc éligible. Le collectif des avocats de Karim Wade informe l'opinion publique nationale et internationale que depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l'État du Sénégal pour faire obstacle à l'inscription de leurs clients sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. Toutefois, l'article L32 du Code électoral limite cette interdiction d'inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, depuis le 21 août, Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale et par l'expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l'arrêt de condamnation. Le collectif rappelle à l'État du Sénégal qu'il est tenu de se conformer strictement au respect de la Constitution et des traités internationaux qui
garantissent les droits de Karim Wade violés, selon les avocats, par les autorités de son pays depuis 2012. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors maintenant, dans le sud, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance invite l'État et le MFDC à la formalisation de la paix en Casamance. Les femmes ont lancé cet appel à Ziguinchor en marge d'une manifestation portant sur la recherche de paix dans la sous-région, suivant la présidente de la plateforme avec notre équipe à Ziguinchor. Ça qui est fait, c'est que nous vivons une accalmie. Une accalmie qui est saluée de tous. Mais nous l'avons dit et redit, une accalmie, ce n'est que momentané. Une accalmie, ce n'est pas la paix. Et nous appelons donc les deux parties en conflit à s'asseoir autour d'une table et à formaliser cette accalmie par des accords de cessez-le-feu. Et cela peut nous conduire effectivement vers des négociations. Mais nous pensons que nos actions des organisations de femmes de la Casamance ont porté des fruits. Nous avons travaillé pour le retour des populations, même s'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, mais nous avons œuvré pour que les populations reviennent. Et nous avons travaillé là-dessus. Nous avons travaillé également en rencontrant l'État du Sénégal, en parlant également à l'aile politique du MFDC que nous pouvons rencontrer. Nous les avons rencontrés, nous leur avons parlé et nous avons demandé à ce qu'ils s'asseyent autour d'une table pour arriver à des négociations. Et puis en sport, la Fédération sénégalaise de boxe cherche un nouveau directeur technique national. Autre actualité sportive, la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui prend date au mois de janvier pour la reprise des compétitions. Et puis sur l'international, Nasser El Khelaifi et Jérôme Valqueux qui encourent des peines de prison pour corruption dans l'attribution des droits de télévision des mondiaux de football. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudjara. De l'athlétisme pour démarrer, les athlètes sénégalais vont retrouver les pistes au mois de janvier. C'est l'objectif annoncé par le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sara Wali. Pour lui, les athlètes auront ainsi 2 à 3 mois pour préparer la reprise des compétitions. Toutefois, cette décision de la Fédération sénégalaise d'athlétisme doit être entérinée à l'issue du séminaire pour la reprise du sport au Sénégal que va organiser le ministère en charge le 29 septembre prochain. En attendant, la Fédération sénégalaise de boxe lance un appel à candidature pour le poste de directeur technique national. Les intéressés ont jusqu'au soir du 15 octobre prochain pour déposer leur dossier de candidature. Un jury va choisir les 2 meilleurs candidats qui vont être auditionnés avant la nomination du gagnant. Pour continuer de gagner au basketball, l'AS Douanes recrute pour la Basketball African League et le championnat national de la saison prochaine. Après Madiara Dien, c'est l'ailier de l'université Gaston Berger, Mohamedou Bamba Ndiaye, qui rejoint les rangs de Gabolou. Pendant ce temps au football et le procès FIFA, le réquisitoire du parquet suisse contre Nasser El Khelaifi, président de Bein Media, et Jérôme Valqueux, ex-numéro 2 de l'instance mondiale du football, est connu. Ils écopent respectivement de 28 mois et de 3 ans avec du sursis. Ce procès sur les droits télévisés pour les prochaines Coupes du Monde se poursuit ce mercredi et ce jeudi avec les plaidoiries de la défense. Proche de rejoindre l'Atlético Madrid, Luis Suarez, l'attaquant du FC Barcelone, est dans de beaux draps en Italie. La justice du pays a ouvert une enquête contre l'Uruguayen, soupçonné de bidonnage lors de son examen pour obtenir la nationalité italienne pour une éventuelle arrivée à la Juventus de Turin. Le marché des transferts est animé ce jour par l'intérêt montré par le Paris Saint-Germain pour les milieux de terrain Sami Khedira, Tchemoué Bakayoko et Dele Ali. Les Parisiens proposent également un prêt payant à Naples pour attirer Kalidou Koulibaly. En Angleterre, c'est Manchester United qui cible Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Le club catalan ne ferme pas les portes, reste à convaincre le joueur. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Aram, vous recevez ce soir le professeur Issa Won. Merci beaucoup Chérif.